Ce podcast dédié à l'hémophilie vous est proposé par la société biopharmaceutique Sobi. HemoTalks accompagne les patients et leurs proches au fil de discussions, de témoignages et de conseils pour qu'ils puissent vivre leur vie au-delà de l'hémophilie. Le 11 juillet 2024, 8 hommes et une femme venant de toute l'Europe et des États-Unis, dont 2 Français, se lançaient à l'assaut du plus haut sommet d'Europe. Leur point commun, ils sont atteints d'hémophilie ou parents d'enfants atteints par cette maladie. Portée par l'association Save One Life et soutenue par Sobi, cette association est motivée par plusieurs ambitions. Récolter des fonds afin de lutter contre les inégalités d'accès aux soins en prenant en charge les personnes atteintes de troubles de la coagulation dans le monde. Sensibiliser le grand public à l'hémophilie et inspirer les personnes atteintes d'hémophilie en les motivant à réaliser leurs propres objectifs. Aujourd'hui, la parole est donnée à Paul, l'un des 2 grimpeurs français à l'origine de ce projet, qui puise sa force dans ces 2 garçons atteints d'hémophilie A. Quelle est l'importance du développement physique pour un enfant atteint d'hémophilie? Comment vivre la maladie au quotidien et quelle attitude adopter en tant que papa? Dans ce podcast, Paul nous partage son histoire et revient sur cette ascension, une opportunité de montrer à ses enfants que l'hémophilie n'est pas un frein à l'accomplissement de leurs rêves. Bonjour Paul, bienvenue. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre idée sur cette ascension du Mont Blanc? Pourquoi et quel message souhaitez-vous porter? Le Mont Blanc, pour nous, en Haute-Savoie, c'est un symbole, c'est notre montagne, c'est elle est magnifique et en même temps, alors aujourd'hui, ça devient plus banal de le gravir, mais à un moment, c'était le Graal. Hem, Cette idée, elle est née de se dire que je veux que mes enfants grandissent avec des exemples auxquels ils vont pouvoir se rattacher, avec, l'idée de se dire que tout est possible. Parce qu'on peut répéter toute la journée: «Tout est possible, c'est possible, lâchez-vous». Mais il faut le voir, il faut le constater, il faut des exemples, il faut Chris Bombardier qui fait l'Everest, il faut, Clive Smith qui fait des Ironman et il faut, toute cette bande de patients qui est allée au Mont Blanc. Voilà, c'est des exemples, c'est marquant, ça change pas le monde, mais ça peuple l'imaginaire, ça dit: «Oui, c'est possible» et ça concrétise. Et donc voilà, c'était vraiment l'idée qui était derrière. C'était de passer un message positif, c'était, de créer, plein de petits Chris Bombardier, de créer, Anna en Allemagne qui va aller, raconter à tout le monde son aventure et qui va concrétiser ça et qui va rencontrer des enfants et des garçons, des petites filles. C'est Raphaël en France, c'est Jost en Slovénie, c'est Roberto en Italie qui vont revenir riches de cette aventure et capables de vraiment, diffuser l'information, et de se rapprocher encore plus de cette normalité, tant espérée. Concernant vos enfants, quelles ont été vos motivations pour leur faire faire du sport et comment les avez-vous accompagnés ou encadrés? C'est une très bonne question. On a fait le choix de ne reculer devant aucun sport, de, ne pas prendre, ne rien s'interdire, ne rien leur interdire et d'aller essayer et tout en se disant que, beh, s'il y avait des limitations, des choses qui n'étaient pas possibles et ben, on le découvrirait et on adapterait en fonction. Ce qui est un peu l'antithèse de ce qui se faisait avant, qui était de dire: «Tel sport oui, tel sport non, tel sport, peut-être» et ça permet en fait de protéger aussi la dimension psychologique. C'est-à-dire de se rendre compte que oui, il faut protéger les articulations, oui, il faut, anticiper les risques, essayer de les éviter, mais quelles répercussions sur un enfant qui s'est vu interdire tous les sports qu'il aurait voulu, pratiquer? Comment vivre avec cette frustration? Comment je me construis autour de ça? Alors que la nouvelle manière de faire, ou en tout cas ce qu'avec, l'AFH, l'Association française des hémophiles, on souhaite, mettre en avant, c'est de dire: «Oui, mais dans certaines conditions». En ce qui concerne nos enfants, pour la pratique du sport, il y a la pratique du sport bien sûr dans la cellule familiale et puis quand ils grandissent évidemment, il y a la pratique, scolaire et la pratique en club. Donc je peux parler des 2. La pratique en club, en fonction des activités, il y a plein d'activités qu'ils ont pratiquées où, on n'en a pas parlé, au coach pour la simple et bonne raison qu'on était présent sur place tout le temps. Donc en fait, le risque, il était sur nos épaules. Après, il y a eu des sports, peut-être plus engagés, avec plus d'autonomie, comme le ski, où là, alors au début, on l'avait pas dit parce qu'on voulait vraiment qu'il soit vu comme tout le monde et que ça vienne comme une nouvelle suivante, où on connaît déjà l'enfant et où on va pas simplement, s'arrêter peut-être sur cette information-là. Ça, c'est un choix. Je suis pas sûr c'est quelque chose qu'il faudrait recommander, mais voilà comment on a fonctionné. Après, pour ce qui est du domaine scolaire,
on avait fait le choix avec mon épouse de se rendre disponible pour toutes les sorties sportives et pour la plupart des sessions de sport à l'école en maternelle pour, finalement alléger un tout petit peu les enseignants qui doivent gérer un gros groupe et puis, pour lui permettre de faire absolument tout et en fait d'avoir cette responsabilité sur nous et d'éviter en fait, cette souffrance qui peut provenir d'une éventuelle mise à l'écart. Donc, je pense qu'il y aurait pas une mise à l'écart. Je crois aussi a posteriori que c'était notre manière de le protéger ou de vouloir le protéger et que c'était pas fondamentalement nécessaire. Mais en tout cas, voilà comment on a fonctionné. Ça s'est très bien passé. Au fur et à mesure, les enseignants ont compris que, en fait, il se passait rien. Puisqu'on parle de scolaire, parlons des activités scolaires. Comment avez-vous prévenu les enseignants à l'école? Adaptation activités, dont le sport à l'école, etc. L'école, c'est un sujet, qui peut parfois être un petit peu, délicat. Dans notre cas, ça s'est excessivement bien passé. On a, rencontré des gens, très à l'écoute. On avait, aussi eu, un peu la chance, si je peux dire, d'avoir, un jeune hémophile qui était passé dans l'école, une dizaine d'années avant. Donc en fait, il y avait une connaissance. Bref, pour la petite histoire, ce jeune était copain avec, les enfants des enseignants. Donc en fait, ils avaient une représentation simple et voilà, ils pouvaient se projeter sur ce que pouvait représenter cette pathologie. Donc ça a aidé dans ce chemin-là. Ce qui est fondamental à ce moment-là, c'est comment vous vous exprimez, comment on parle de l'hémophilie. Si on a peur, si on est angoissé, eh ben, on va transmettre ces émotions-là au corps enseignant qui va forcément avoir, en tout cas, être hérité de ces sentiments-là. C'est là où c'est très important, via l'éducation thérapeutique, via peut-être une formation, à travers les associations, et ben, d'apprendre à structurer un discours, d'apprendre à parler d'hémophilie, à évoquer l'hémophilie et de comprendre que quand vous parlez d'hémophilie, surtout dans un contexte scolaire, ben, vous allez déterminer peut-être l'expérience de votre enfant dans le milieu scolaire. Donc, c'est important d'être clair, d'être carré, d'être structuré, d'inspirer la confiance. En tout cas, pour moi, ce sont des éléments qu'on a beaucoup utilisés. Et j'avais eu cette phrase que je garde toujours avec l'école, où je dis tout le temps, on vous en voudra jamais s'il se blesse. Par contre, on vous en voudra beaucoup s'il est mis à l'écart. Et comme ça, le ton est donné, c'est-à-dire on les déresponsabilise un petit peu, on leur dit que ça peut arriver, on leur explique. Et en tout cas, il est clair dès le début que pour nous, ce risque est accepté et qu'on leur demande de traiter nos enfants de manière absolument normale. Avez-vous besoin ou comment et pourquoi les inciter à une pratique sportive? Pas fondamentalement besoin de pousser mes enfants. Au contraire, ils sont tellement demandeurs, ça fait tellement partie de leur vie. Par contre, c'est certainement l'occasion ici, voilà, de prendre ma casquette de Association française des hémophiles et de parents ressources, qui a l'occasion de croiser beaucoup de familles. Et effectivement, c'est sûr que si on n'a pas ça dans sa construction, qu'au début, on nous présente le sport comme un danger, mais forcément, il ne faut pas s'étonner que les enfants ne soient pas super enthousiastes. Quand on leur dit: «Il faudrait que tu bouges, il faudrait que tu fasses des choses». Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre tôt. Il faut avoir un discours, décomplexé. Il faut, que de nombreux projets démontrent, l'importance et l'impact positif du sport pour les patients hémophiles. Et c'est à travers ça que finalement on n'aura plus cette question-là, on n'aura plus ce: «Comment je fais pour motiver mon fils, ma fille hémophile? Comment je fais?» En fait, ça fera partie de leur vie parce que la nouvelle génération, ça fait entièrement partie de la solution. Un corps sain, des muscles forts, des articulations en bonne santé, ça provient d'une activité, physique, régulière, récurrente et ça, c'est dès le plus jeune âge. On ne devrait plus avoir à les motiver, ils devraient savoir que ça fait partie de leur vie, que, voilà, ça fait partie de la solution. Se traiter, c'est une chose, mais il faut avoir le style de vie qui correspond si on veut être en bonne santé. Merci beaucoup, Paul. À bientôt. Merci à vous. Merci, Paul, d'avoir partagé votre expérience et de montrer que l'hémophilie n'est pas un frein pour accomplir ses rêves. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur Hemotalks pour un nouvel épisode consacré à l'hémophilie. Pour toute demande d'information médicale, veuillez nous envoyer un email à medinfo.fr@sobi.com.